Bonjour, bienvenue à vous toutes et tous qui nous suivez sur YouTube. On vous conseille vivement de vous abonner à notre chaîne, on vous conseille d'activer la cloche et on vous conseille surtout de venir visiter notre site Arrêt sur Image et de vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Club Indé, notre club de la presse indépendante. Alors en pleine guerre en Ukraine, à 3 semaines du premier tour de la présidentielle, on va écouter des histoires d'obsession fructueuses, celle de la presse indépendante, celle en l'occurrence de Street Press pour l'extrême droite, celle de Disclose pour les ventes d'armes françaises aux pays autoritaires et celle de Mediapart pour les dessous de la politique française. Bonjour et bienvenue à vous trois. Sarah Brett, vous êtes journaliste à Mediapart. Elie Gucker, vous collaborez avec Disclose. Et Mathieu Mollard, qu'on a déjà vu autour de cette table, vous êtes rédacteur en chef de Street Press. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a appris ce matin que le meurtrier présumé de l'ancien international de rugby, Federico Martin Aramburu, donc un meurtre qui a eu lieu samedi matin à Paris, vient d'être arrêté en Hongrie. Il s'apprêtait à se rendre en Ukraine pour combattre. C'est un militant d'extrême droite, c'est un ancien militaire, c'est un ancien du GUD, un syndicat étudiant d'extrême droite. Il s'appelle Loïc Le Priol. Et il était question de son arrestation ce matin sur BFM TV. Regardez. C'est la seconde arrestation dans ce dossier. C'est l'arrestation de Loïc Le Priol. C'est le principal suspect. C'est l'homme qui est suspecté d'avoir tiré lui-même sur l'ancien international. Alors, il était effectivement recherché depuis samedi soir. Cet homme, il est bien connu des services de police, de justice, et il est membre de l'ultra-droite. Il y a un mandat actuellement d'arrêt européen qui est en cours pour le récupérer parce qu'il a été interpellé, ce qu'il faut savoir, en Hongrie. Cette nuit même, il y a toujours un homme, un suspect qui est activement recherché. C'est le complice de Loïc Le Priol. Lui aussi a été rapidement identifié. Il a le même profil que Le Priol. Il est également membre de l'ultra-droite. Voilà, alors vous connaissez bien, Mathieu Mollard, la trajectoire de l'individu, on va en parler. Mais je voulais qu'on s'arrête sur la manière dont il est qualifié systématiquement depuis cette affaire à la télé, c'est l'expression membre de l'ultra-droite. Or, on sait qu'il a des liens avec le Rassemblement national. Je pense là à Axel Lousteau, un proche de Le Pen, ex-conseiller régional RN, Julien Rochdy, ancien directeur du FNJ, Paul-Alexandre Martin, lui aussi issu de la direction du Front national de la jeunesse. Donc il a des liens avec le FN, mais on dit ultra-droite. Je voulais savoir si cette qualification évoque pour vous. Moi, je n'utilise pas cette expression. Ultra-droite, c'est une expression policière. Les chercheurs, par exemple, ne l'utilisent pas, ne l'emploient pas dans leurs recherches. C'est une désignation qui est utilisée surtout dans les fiches de renseignement, qui est censée désigner des membres de l'extrême droite qui pourraient être violents, sans qu'on sache vraiment où est la frontière, sans que ce soit très clair là-dessus, et ce qui de fait permet de créer une distinction entre l'extrême droite sous-entendue respectable, qui est respectée, parlementaire. Voilà. Donc moi je préfère parler d'extrême droite parlementaire ou extra-parlementaire, ou de droite radicale, mais pas d'ultra-droite. Vous avez un avis là-dessus sur l'expression ultra-droite que les médias utilisent, Elie ? Effectivement, c'est un terme policier. Donc après, est-ce que c'est notre rôle à nous, de journalistes, de qualifier ça comme le qualifient les policiers ? Je ne sais pas, c'est une vraie question. Après, effectivement, là, c'est dépolitisant en réalité parce qu'on efface le continuum qu'il y a entre l'extrême droite qui se présente aux élections et l'extrême droite qui tue des gens dans la rue. Or, il y a quand même un continuum entre les deux. Et là, comme ça, à ma connaissance, dans d'autres pays, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, quand ils ont des affaires de ce type-là, ils parlent de militants far-right ou alt-right, mais il n'y a pas de terme spécifique comme ça qui tendrait à détacher ce que fait un suprémaciste blanc de Donald Trump, par exemple, quoi. Et en plus, ce qui est frappant, c'est qu'en général, ces liens avec le Front national ou avec le Rassemblement national ne sont pas mentionnés dans les grands médias, ce qui est une erreur, puisque effectivement, on a vu, notamment avec Zemmour, la proximité, y compris avec des néo-nazis, entre certains néo-nazis et la campagne de Zemmour, et vous l'avez d'ailleurs
On l'a tous raconté. Oui, et que ce soit Zemmour ou Marine Le Pen, il y a dans l'entourage direct de ces deux candidats des militants, au passé ou au présent, extrêmement radicaux et violents. Éric Zemmour, on l'a vu dans ses soutiens à de nombreuses reprises, des gens très violents, jusque dans ses meetings, où au meeting de Villepinte, il y a des militants, notamment des Zouaves Paris, qui tabassent extrêmement violemment des gens d'SOS Racisme. Et Marine Le Pen, ça a été très souvent documenté par Mediapart, et notamment Marine Turki à Mediapart, a dans son entourage très proche des anciens du GUD, c'est ce qui a été appelé la GUD Connexion. Et Loïc Le Priol, c'est un militant du GUD. Alors, le GUD, au départ, c'est un syndicat étudiant, mais en fait, au fil des années, ça n'a plus grand-chose d'étudiants. Ils font des retours à Assas tous les quelques années. En réalité, c'est surtout une bande violente d'extrême droite, une espèce de boys club de jeunes hommes d'extrême droite qui, après, gardent des liens. Quand ils rentrent des affaires, restent dans les affaires, beaucoup restent en contact et travaillent, pour certains, Frédéric Chantillon, Péninck, Lousteau, travaillent avec le Rassemblement national. Sarah Brett, là-dessus, vous êtes raccord avec vos Oui, absolument, tout à fait d'accord. Et effectivement, ma collègue Marine Turchi avait documenté pas mal de choses sur voilà, ce militant qui a été interpellé aujourd'hui en Hongrie. Et notamment une agression ultra-violente, voilà, oui, on va en parler, voilà, au 2015, au sein du GUD. Donc, alors, justement, ce qui est frappant, c'est que Street Press et Mediapart, vous avez sorti des articles aussitôt qu'on a su que Loïc Le Priol était concerné par le meurtre d'Aramburu, et pour cause. Vous aviez, vos deux médias, enquêté déjà sur lui. Alors, Street Press, votre enquête sur sa marque de vêtements identitaires Baptou Solide. Donc, Baptou, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire blanc. Toubab, voilà, c'est du verlan. Donc, ça, c'est un article de 2016. Et puis, Marianne, en l'occurrence, le journaliste Mathias Destal, qui est cofondateur de Disclose, avait révélé en 2015, effectivement, sa participation à un tabassage ultra-violent d'un autre militant du GUD. Et d'ailleurs, il était, Loïc Le Priol, à cet égard, il avait filmé, notamment, il avait tapé, il avait filmé, et il a été placé sous contrôle judiciaire, et son procès est programmé, le procès de cette histoire est programmé le 1er juin à Paris. Je ne sais pas ce qui va se passer avec cette arrestation qui vient d'intervenir. Et vous aviez, donc Mediapart, sorti en 2016 une enquête avec les vidéos du tabassage de ce militant du GUD. Moi, je voulais savoir, Mathieu Mollard, comment vous étiez tombé sur ce personnage à Street Press en 2015, et qu'est-ce que ça vous, à l'époque, qu'est-ce que ça racontait à l'époque, cette histoire de marque de fringues Baptou Solide. Voilà, nous on arrive par la marque de vêtements. Street Press, on bosse sur l'extrême droite depuis la création de Street Press, et on repère ces t-shirts Baptou Solide qui sont portés par tout un tas de figures qu'on regarde, qu'on suit de l'extrême droite. On voit celui qui aujourd'hui se fait appeler Baptiste Marchais, qui est un youtubeur d'extrême droite, qui a même été invité chez Cyril Hanouna. On voit un proche de Papacito, on voit Logan Jean, on voit un certain nombre de militants qu'on connaît porter cette marque-là, et puis on creuse, on voit Marie Derbet qui fait les vidéos de Jean-Marie Le Pen. Pendant longtemps, Jean-Marie Le Pen avait son petit journal de bord politique où il était interviewé chaque semaine, et c'était diffusé sur le site internet du Rassemblement national. Et Marie Derbet, elle avait son t-shirt. Elle avait son sweatshirt Baptou Solide. Donc on voit cette marque apparaître partout, et puis on commence à creuser. Et on tombe sur Loïc Le Priol. On se rend compte à ce moment-là, en stalkant les profils, en regardant sur les réseaux sociaux, que c'est un gudard. Et puis Thomas Status demande une interview. Et le journaliste de Street Press à l'époque l'interviewe. Et donc va interviewer Loïc Le Priol, parce qu'on fait bien sûr de la recherche en open source sur les réseaux sociaux, mais on essaye aussi d'avoir des sources, des contacts. Et là, on s'est présenté comme journaliste, on a posé la question, et il a répondu, parce qu'il s'était dit que c'était l'occasion de se faire de la pub. Auprès de la jeunesse qui lit Street Press. Voilà, et puis, en tout cas, voilà, et on part de là. Et puis après, Marianne, qui bosse en parallèle sur cette histoire, sort le fait qu'il est impliqué dans cette sordide affaire, et Mediapart révèle à peu près un an après les vidéos qui sont... Enfin, ces vidéos, c'est des véritables scènes de torture. Oui, c'est de la torture. Avec
en apogée dramatique cette scène où la victime est nue, baigne dans son sang et on lui met un couteau sous la gorge, on lui dit danse la Macarena. Enfin, c'est juste pour montrer l'extrême violence de ces gens. Et c'est Loïc Le Priol, donc, qui a été arrêté en Hongrie, qui filme et qui tape aussi. Et qui tape. Alors, il y a une forme d'expertise quand même de la presse indépendante, il me semble, sur cette partie de l'extrême droite, la vôtre, celle de Mediapart, celle de journalistes indépendants aussi. Comment vous expliquez cette expertise de la presse indé, puisque là, vous êtes Street Press et Mediapart, vos infos sont reprises aujourd'hui partout sur ce gars, Le Priol. Comment vous l'expliquez, cette expertise-là ? Je pense que ça nécessite beaucoup d'investigation et qu'il faut que ce soit des médias qui font de l'investigation. Et aujourd'hui, il n'y en a quand même pas énormément. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est aussi, je pense, beaucoup de travail en open source. Beaucoup de jeunes journalistes travaillent comme ça, en fait. C'est quand même très particulier, je trouve, comme méthode de travail. Et c'est vrai que Street Press est quand même fondé aussi beaucoup sur ce travail-là, sur ce sujet-là. Quand on dit open source, ça veut dire tout ce qui est accessible sur Internet, sur les réseaux sociaux, Exactement. etc. On sait que c'est des militants qui sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'informations sur eux à trouver sur les réseaux sociaux, etc. Et je pense que c'est aussi lié à la particularité de ce travail-là et à l'intérêt, évidemment, aussi juste pour l'extrême droite. Voilà. Mathieu Mollard, sur cette singularité de la presse indépendante par rapport à l'extrême droite. Je partage tout à fait ce que tu as dit. J'ajouterais que il y a aussi un truc, c'est que l'extrême droite, pendant toute une période, a été peu couverte par la presse. C'est-à-dire que... à part le Front National, vous voulez dire ? Non, même le Front National. Même le Front National, si on remonte un peu en arrière. C'est-à-dire que le Front National était dans un certain nombre de médias couverts par des journalistes qui couvraient le Front National et les Verts. Ils avaient les deux partis à gérer. C'était à l'Obs, c'était comme ça, etc. Donc il manquait de rubricards spécialisés. Puis après... Le Front National est monté, ils ont pris des rubricards spécialisés, mais dans la plupart des médias, il y en avait un. Et il passe son temps à courir après Marine Le Pen et Éric Zemmour qui font 30% aujourd'hui dans les sondages, qui prend déjà un temps de dingue. Et s'intéresser à ce qui se passe autour la nébuleuse violente, notamment. Voilà. Ouais. Et effectivement, sur Internet, parce que l'extrême droite, dans son ensemble, a compris Internet bien mieux que tous les autres courants politiques. Aujourd'hui, si Éric Zemmour a su s'imposer aussi rapidement, aussi fort, c'est parce que, notamment, c'est pas la seule raison, mais il a dans son entourage des gens qui ont compris Internet bien mieux que les autres. Et s'il a créé la fachosphère. Voilà, et s'il a créé Reconquête aussi vite, c'est parce qu'il y a toute une stratégie numérique qui lui a permis d'atteindre un nombre d'adhérents très 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 élevé en quelques mois à peine. Parce que puis on a vu comment ils étaient capables aussi de manipuler Twitter, exactement, de jouer avec... de créer des caisses de résonance. Voilà, il y a cette connaissance de l'Internet qui est très élevée, qui existe à l'extrême droite et qui existe très peu ailleurs. Et donc qui est un peu l'apanage de la presse indépendante. Alors, juste pour terminer sur cette affaire, la compagne de Le Priol, à l'époque de Bab Tout Solide, qui avait monté... son entreprise de mode vous a demandé à ce que son visage, on l'a vu là tout à l'heure, soit effacé depuis l'accusation d'homicide. Alors Marianne a bien flouté le visage de la jeune femme, un peu de manière un tout petit peu artisanale, dans l'article de l'époque, mais elle l'a flouté récemment, puisque la demande de la jeune femme est récente. Vous l'avez flouté sur les articles qui relatent le meurtre, mais vous ne l'avez pas flouté sur... l'article de l'époque qui raconte son entreprise de mode. Racontez-nous ce choix. En fait, on ne refait pas l'histoire. En 2016, quand on sort cet article sur cette marque-là, cette femme est active dans la marque. Elle travaille avec Le Priol et sur la photo qu'on publie, elle prend la pose devant notre journaliste, elle accepte, c'est pas une photo volée, c'est pas une photo prise sur les réseaux sociaux, c'est une photo prise par notre journaliste où elle prend la pose. Parce que elle a construit cette marque avec Loïc Le Priol. Cette histoire-là, elle existe. C'est une marque qui déjà est très politique, qui va chercher des influenceurs à l'extrême droite et qui porte un message Bab Tout Solide, les blancs sont solides, donc voilà, avec un sous-entendu identitaire. Par contre, elle n'est pas du tout impliquée, il faut le dire, on l'a dit dans notre article, à partir du moment où on a pu le confirmer, on l'a dit dans l'article, elle n'est pas impliquée dans le fait divers, l'assassinat d'Aramburu. Donc, on la floute dans ce papier-là, mais on ne refait pas l'histoire. Très bien, merci pour cette réponse très claire. Alors, on va parler d'une autre obsession, celle de Disclose.
Je le disais en introduction, les médias indépendants ont des marottes. Ils creusent, c'est ce qui fait votre singularité. Chez Disclose, on travaille beaucoup sur la livraison d'armes. C'est d'ailleurs par une enquête sur les livraisons d'armes françaises à l'Arabie Saoudite, ayant servi contre des civils dans le cadre de la guerre au Yémen, que vous êtes fait connaître. Beaucoup d'exportations d'armes, notamment en France depuis Macron. Disclose a révélé que la France vendait ses armes à l'Égypte, aux Émirats arabes unis qui contribuent à la guerre civile en Libye et aussi qui sont accusés de crimes de guerre au Yémen. Et là, avec Ariane Lavrieux et Elie Gucker, vous avez révélé ceci récemment, c'était il y a 14, je crois, il y a quelques jours. C'est ça. Entre 2015 et 2020, je vous cite, malgré l'escalade militaire avec l'Ukraine, la France a discrètement équipé l'armée de Vladimir Poutine avec des technologies militaires dernier cri pour 152 millions d'euros, ce qui fait de la France la première exportatrice de l'Union européenne vers la Russie en termes d'armes. Et alors, donc la France a vendu des caméras thermiques pour les tanks russes, racontez-vous, des systèmes de navigation et des détecteurs infrarouges pour les avions de chasse et les hélicoptères de combat. Et les principaux bénéficiaires de ces marchés sont les sociétés Thales et Safran, dont l'État français est quand même le premier actionnaire. Alors, la question que je me posais, c'est, vous aviez l'info sous la main et puis vous êtes décidé à la sortir parce qu'il y a la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ou l'information vous est venue à cause de cette guerre? Alors en fait, non, c'est tout simplement à un moment donné, effectivement, il y a l'invasion qui démarre le 24 février. Et donc on se dit, tiens, est-ce qu'on n'irait pas jeter un œil au rapport qui est donné au Parlement régulièrement sur voilà, les exportations d'armes françaises à destination d'autres pays. Donc un rapport tout à fait public. Un rapport tout à fait public dans lequel est précisé le nombre de licences et le montant d'argent qui en découle, sans que soit précisé pour autant ce qu'on a exactement livré. Et on voit qu'à un moment donné, la Russie est quand même notre 13e client, y compris après l'embargo en 2014. Donc suite à la guerre au Donbass, voilà, l'embargo imposé par l'Union européenne. L'annexion de la Crimée, le conflit au Donbass, et surtout le crash du MH17 quelques mois après. Le crash du MH17 Alors c'était un avion civil qui avait été abattu dans le ciel ukrainien juste après le déclenchement de la guerre. Et il avait été révélé d'ailleurs par un autre média d'investigation britannique, Bellingcat, que c'était des séparatistes pro-russes qui l'avaient abattu avec un missile fourni par les Russes dans le Donbass. Et donc voilà, dans ce rapport, c'est écrit noir sur blanc, on a continué à livrer des choses, on ne sait pas précisément quoi, à la Russie après 2014. Donc à partir de là, on décide de dérouler le fil, on se pose évidemment la question de qu'est-ce qui a été livré. Et une fois qu'on a commencé à comprendre ce qui a été livré, on essaye de trouver, là pareil en open source, des images du conflit actuel en Ukraine qui nous permettent de prouver que les chars, les avions et les hélicoptères qu'on est censé avoir équipés sont bel et bien déployés sur le terrain et sont bel et bien en train de tirer sur des Ukrainiens et sur des civils en particulier. Alors vous parlez d'open source justement, et on va parler d'OSINT dont les abonnés connaissent bien, mais j'ai quand même envie qu'on le réexplique. Open Source Intelligence, donc c'est un terme militaire à l'origine, donc c'est une technique à laquelle vous avez recours. Est-ce que vous pouvez raconter en 2 mots ce que c'est que l'OSINT? Alors plus précisément, c'est un terme de renseignement, c'est-à-dire que si on réfléchit en termes de renseignement, il y a plusieurs types de renseignement. Il y a le renseignement humain, c'est-à-dire on interroge une source, il y a le renseignement électronique, interception téléphonique, etc. Et il y a le renseignement source ouverte, et grosso modo, pendant la guerre froide, c'était des gens à la CIA qui lisaient la Pravda, voilà, pour savoir qui était tombé de son balcon hier et pourquoi c'était bizarre. Mais grosso modo, c'est ça, le renseignement aux sources ouvertes, c'est collecter ce qui est à ciel ouvert, accessible à tous, et après avoir la méthodologie qui permet de l'analyser et de le mettre dans un contexte et d'en tirer du sens. C'est une pratique qui là, désormais, enfin, est très répandue, mais notamment y compris en France. Depuis cette guerre, parce qu'il y a énormément de documents qui circulent. Et c'est quelque chose qui a quand même mis 10 ans à se développer, qui a notamment été fait pendant le conflit en Syrie. Et là encore, c'est Bellingcat qui a été vraiment le pionnier là-dessus. Mais là, effectivement, avec le conflit en Ukraine, on voit que ça y est, c'est devenu une pratique journalistique à part entière. Et alors, je voudrais donner un exemple dans votre article. Par exemple, vous montrez la photo du boîtier. Donc, c'est la caméra thermique, en fait, Thales, dans un char. Alors ça, c'est un char russe qui était au Donbass. Donc, ce n'est pas un char russe qu'on a trouvé en Ukraine, mais il y a plein de chars de cette catégorie-là qui circulent aujourd'hui en Ukraine et qui visent d'ailleurs des civils.
A priori, oui. Et donc, alors, la vidéo là, pour être précis, c'est une vidéo de 2014. C'est un char qui est perdu par les Russes, récupéré ensuite par les séparatistes du Donbass, etc. Et bref, il filme, effectivement, à un moment donné, il rentre. Et là, on a la licorne, entre guillemets, il rentre dans le char et bon, voilà, c'est écrit Thales, quoi. Et on est en 2014, donc il y a déjà, à ce moment-là, quand même question comment ça se fait que du matos français se retrouve là. Et ça, typiquement, effectivement, n'importe qui pouvait le trouver. Il fallait juste savoir où chercher, mais ça avait été couvert à l'époque. Fouillé, authentifié. C'est ça, voilà. Donc là, effectivement, on n'a pas de vidéo actuelle d'un Ukrainien qui serait rentré dans un char russe qu'il aurait capturé où il y a un équipement de Thales, mais ce char-là, c'est un char d'une typologie qui est aujourd'hui massivement déployé en Ukraine. Et les caméras thermiques sont utilisées pour viser les civils, je le dis, parce que c'est quand même ça qui peut... Bah alors en soi non, mais là, de toute façon, la doctrine militaire actuelle en Ukraine de la part de la Russie, là, c'est quand même... de viser les civils. En tout cas, ils en tuent, ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Alors je me demandais juste comment on devenait expert en chars russes, parce que dans l'article, vous citez le T-72, le T-90, le T-80 BVM, les avions de chasse Sukhoi Su-30. Bon, comment vous êtes capable d'identifier ça, là, en 2 semaines d'enquête ? Alors c'est ce qui est très intéressant et c'est pour ça que l'open source aussi est intéressant, on en parlera peut-être après, mais c'est un débat, notamment les ventes d'armes, etc., où c'est très phagocyté par des gens qui se disent experts et qui viennent vous dire, écoutez, c'est compliqué, moi je sais, voilà. Et en réalité, tout le monde peut très bien, avec un petit peu de travail, apprendre à faire la différence entre un T-72 et un T-90. Moi, je me suis fait effectivement quelques migraines en faisant le jeu des 7 différences, mais rapidement et en parlant à des experts, etc., on finit par repérer. C'est pas si compliqué que ça. Typiquement, l'open source, on voit des photos qui sont identifiées, qui sont analysées. Mathieu ? Pour prolonger sur l'histoire de l'open source, c'est qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas journalistes, des simples citoyens qui font de l'open source. Moi, la semaine dernière, j'ai interviewé des membres de la Katiba des Narvalo, qui sont des citoyens qui, après l'attentat de Charlie Hebdo, se sont mis à lutter contre la propagande en ligne de l'État islamique. D'ailleurs, Mediapart avait fait leur portrait il y a quelques années. Et j'ai dit, ils sont nominés au prix Nobel de la paix. Oui, d'ailleurs, vous avez écrit Street Press un article là-dessus. Exactement. Et c'est ça qu'ils font. C'est des citoyens. Moi, je les ai eus au téléphone. C'est un retraité. C'est une jeune femme qui bosse dans un boulot administratif qui, sur leur temps libre, des heures durant, épluchent sur un sujet. Et ils deviennent très bons. Et ils deviennent très bons. Voilà. Et le renseignement, les services de renseignement français disent des fois ils sont meilleurs que nous. Et ça c'est très important parce qu'effectivement l'OSINT c'est une invention de la société civile. C'est pas une invention de la presse. C'est la presse qui s'en est emparée. Mais les pionniers, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'était Bellingcat. Bellingcat, c'était un mec qui était au chômage, qui était un gros geek, qui adorait jouer aux jeux vidéo. Et juste quand il y a eu les printemps arabes, il passait son temps à analyser les vidéos. Et puis à un moment donné, au Guardian, ils se sont rendus compte, ils se sont dit mais c'est qui ce mec en commentaire qui est capable de nous dire que oui, ça y est, c'est bon, les rebelles ont pris Tripoli. Qui c'est ce type et la Katiba des Narvalo, c'est pareil. Ils avaient même développé une méthode de renseignement que même nos renseignements en France, en fait, ne faisaient pas et qui est toujours pas très bien développée encore. Mais voilà, effectivement, c'est des citoyens qui se sont dit, mais j'ai des outils super à ma disposition, je m'en sers. Et ils ont appris à s'en servir bien avant les journalistes. Bon. Alors, votre article sur les livraisons d'armes de la France à la Russie a quand même eu pas mal de reprises, ce qui n'a pas toujours été le cas pour les révélations de Disclose, qui étaient quand même très frustrants. Donc, Le Monde a repris, Mediapart vous cite, le Dauphiné vous cite, parce qu'il y a une usine qui est concernée en Isère, donc c'est quand même une reprise qui est assez intéressante. Et puis France Info Télé a cité votre enquête à plusieurs reprises et vous a invité, et vous et Ariane Lavrieux, votre co-autrice. Mais vous aviez face à vous des co-invités dont les propos vous ont un peu surpris. On va regarder. Gérard Chaliand, qu'est-ce que ça nous fait dire, cette information que nous, en France, on n'aurait peut-être pas dû livrer ce matériel à la Russie, qu'on a peut-être commis une faute ? Bon, premièrement, les services français, et ils l'ont dit officiellement, ne pensaient pas que M. Poutine passerait de la gesticulation à l'agression. Vous vous souvenez de ça ? Il y a quelques jours seulement. Donc, il ne faut pas nous raconter que nous avons en quelque sorte livré des armes à la Russie et que, d'une certaine façon, nous sommes complices. Ces armes ont été livrées parce qu'il y avait un contrat préalable. Nous n'avons pas pensé, améliorer la capacité de frappe des Russes. Alors, nous dire que nous sommes complices dans cette affaire, c'est absurde.
Je veux dire que c'est compliqué, un dossier qui est déjà suffisamment chargé. Jean-Dominique Giuliani, est-ce que ça peut compliquer les choses entre la France et l'Union européenne? Écoutez, je suis très dubitatif, très sceptique, et puisque la journaliste est là, il y a deux hypothèses. Ou ce sont des documents couverts par le secret défense qui sont tombés entre les mains de ce site, qui travaille d'ailleurs très régulièrement contre les armées françaises. Ça ne veut pas dire que ce sont des informations fausses. Auquel cas, ça tombe sous le coup de la loi, et c'est illégal. Ou alors c'est de la désinformation, et à ce moment-là, c'est une trahison. Et donc je suis extrêmement choqué qu'on sorte cette information maintenant, sans en apporter bien sûr les preuves, si ce n'est comment on s'est procuré cela. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que la France et le ministère de la Défense respectent scrupuleusement les décisions européennes pour la bonne et simple raison que souvent, elle est à l'origine de ces règles européennes. Donc elle ne les viole pas, c'est certain, et sortir ça en ce moment, écoutez, regardez à qui profite le crime. Bon, alors il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, on collabore. Non, mais c'est bien, vos spectateurs savent maintenant que voilà, vous avez invité un traître et un criminel. Alors, je précise quand même que Ariane Lavrieux, juste après, dit attendez, c'est pas du tout illégal, puisque c'est un rapport qui est remis au Parlement. Elle explique que c'est absolument pas obtenu de manière illégale. Alors, il y a énormément il faut revenir là-dessus, parce que donc, le premier, c'est Gérard Chaliand, qui était invité régulier de RT France, avant que RT France ne soit contraint de fermer. C'est un chercheur. J'ai regardé son profil hier, et alors il était spécialisé dans les guerres de décolonisation. Il les a beaucoup accompagnés comme chercheur, comme observateur participant. Donc on ne s'attend pas forcément à une position comme ça très nationaliste, très pro-armée. Et cette phrase est incroyable: nous n'avons pas pensé améliorer la capacité de frappe des Russes, comme si vendre des armes, c'était pas améliorer une capacité de frappe. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant de dire que nous sommes complices, c'est absurde. Et le deuxième intervenant qui a été mis face à vous, en l'occurrence face à Ariane Lavrieux, lui par contre, c'est un ancien militaire, un militaire de réserve, capitaine de vaisseau de réserve de la Marine nationale, Monsieur Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Alors lui, il dit c'est illégal, c'est de la trahison, et il dit aussi que c'est sans preuve, que vous n'avez pas de preuve de ce que vous avancez. Donc il n'a pas lu manifestement l'article. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez, vous êtes interviewé, je ne sais pas si on peut vous voir, mais là, vous êtes face au premier, là, Gérard Chaliand, et on vous met ce gars, vous découvrez ce type en plateau. Vous êtes au courant, vous n'êtes pas au courant? Alors non, je le découvre en me connectant sur mon ordi, quoi. Donc non, vous êtes en visio? C'est ça, oui. Et non, je ne suis pas au courant. Et alors moi, tout de suite, je le connais, Gérard Chaliand, je vois très bien qui c'est. Et ce que vous disiez, c'est intéressant, c'est effectivement, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, des livres qui sont reconnus, etc. Et en même temps, il est emblématique de ce que moi j'identifie comme un gros problème de couverture des médias en France, en particulier sur les sujets de relations internationales et de vente d'armes. C'est qu'on est tout le temps en train de débattre avec ce que je suis désolé, il faut bien appeler à un moment donné des vieilles gloires quand même. Là, on ne l'a pas dit, mais Gérard Chaliand, il est au conseil de surveillance stratégique d'un think tank qui s'appelle Géopragma, dont la présidente est désormais conseillère diplomatique d'Éric Zemmour. C'est quand même pas inintéressant, et bon, tous les spécialistes vous diront que c'est le genre de think tank, ce qu'ils lisent, ce qu'ils produisent et ce qu'ils écrivent, ça fait marrer tout le monde depuis des années. Bon, et ce qui a d'énervant, c'est que quand même on vient parler de l'enquête, donc des faits qui sont dedans, qui sont documentés. Et puis avec Gérard Chaliand, ça part tout de suite sur autre chose. Alors il nous dit les services de renseignement n'avaient pas prévu. Oui, bon, il n'y a pas de quoi s'en vanter en fait. C'est quand même un petit peu une défaillance qui pas prévu qu'il y aurait donc cette invasion russe de l'Ukraine, et donc que nos armes allaient potentiellement servir à ça. On espérait probablement que ça serve juste pour un défilé militaire ou pour aller chasser le sanglier avec des T-72, je ne sais pas, mais bref. Donc il y a déjà cet aveu d'échec quelque part, parce que quand il dit on n'avait pas prévu, c'est quand même la preuve d'une défaillance à un moment donné. Et plus loin dans l'extrait, que là on n'a pas vu, mais il nous ressort l'idée qu'en fait depuis 2014, c'est pas Poutine l'agresseur. C'est l'OTAN.
Et c'est l'OTAN. Et que du coup, ça va, on peut lui filer des armes. Mais cette parole, elle a le droit d'exister quand même. Bien sûr, mais alors elle a le droit d'exister. C'est quand même une vision un petit peu révisionniste de l'histoire. De dire que le conflit en Ukraine a été déclenché par l'OTAN et que Poutine, depuis 2014, ne fait que se défendre, c'est quand même une grosse inversion de la réalité. Et en l'occurrence, c'est totalement le narratif du Kremlin. Donc évidemment, on a le droit de l'exposer, mais on a le droit aussi de rappeler que c'est légèrement faux. On doit pouvoir le dire. Voilà. Mais ça pose le problème des chaînes d'infos en continu qui, sur un certain nombre de sujets, la guerre devient un débat d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a des pro-russes contre des pro-ukrainiens et on débat. Et comme on est en démocratie, 5 minutes pour l'autre, chacun a le droit de donner son avis. Les pro-russes ne sont pas si présents que ça sur les plateaux en ce moment, honnêtement. À des degrés différents. Ils sont pas... Peut-être sur CNews, mais... Non, pas que. On a, je sais pas, je pense à Carrère d'Encausse toute la journée, qui passe quand même régulièrement sur LCI ou BFM et qui a un narratif pro-russe depuis très longtemps aussi. Voilà, c'est le narratif russe. C'est subtil. Mais dans tous les cas, on oublie dans tout ça les faits. C'est-à-dire qu'il y a des faits, il y a une chronologie, il y a des morts, un agresseur, un agressé, etc. Et des faits. Et en fait, tout n'est pas sujet à opinion, à interprétation, à point de vue. Il y a d'abord des faits et après, on peut être... Voilà, le journalisme n'est pas neutre, mais ce n'est pas le sujet. Il y a des faits qu'on oublie complètement. Et c'est surtout, là, peut-être ce qu'on peut reprocher, c'est de dire d'où parlent ces gens, finalement. Voilà. Et c'est là où ça m'amène au deuxième, à Giuliani. Vous le disiez, il est président de la Fondation Robert Schuman. L'une des principales sources de financement de la Fondation Robert Schuman, c'est Matignon. Or, qui est en capacité de trancher en dernier lieu l'acceptation ou non des ventes d'armes en France ? C'est Matignon. Et bon, là, voilà, on le présente, expert en relations internationales, président de la Fondation Robert Schuman. Et effectivement, d'où il parle ? Parce que nous, quand on arrive, on est identifiés. On est les journalistes de Disclose qui avons fait cette enquête. Et on a à répondre, entre guillemets, enfin, à répondre pour le coup, oui, puisqu'on est des traîtres et des criminels, mais on vient pour parler de ça et c'est très clair. Eux, on ne sait pas, en fait, au nom de quoi ils s'expriment. Sur la base de quelle expertise Est-ce que vous avez eu des échanges après sur le fait que vous avez eu ces invités-là en face de vous ? Est-ce que vous avez manifesté votre surprise auprès des journalistes de France Info non, on n'en a pas l'occasion en visio parce que quand c'est fini, c'est fini. Quoi. Mais en même temps, c'est l'occasion aussi pour vous de contrer ce qui est dit. Enfin, oui, d'ailleurs, je tiens à le dire parce que là, l'idée, c'est pas du tout de taper sur France Info. D'ailleurs, ils nous ont mis en une toute l'après-midi. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Ariane est passée le matin sur la radio. Moi, je suis passé dans l'après-midi, elle aussi, sur la télé. Et de fait, ils nous ont donné quand même l'opportunité de répondre. D'ailleurs, la réponse d'Ariane à Giuliani est absolument parfaite. Et l'animatrice la défend un petit peu aussi quand même. Que ce sont des informations tout parce à fait il n'a pas pu s'empêcher aussi de sortir quelque chose de légèrement sexiste un petit peu plus tard. Oui, en disant, je vois que votre consoeur est experte en armement. Oui, en l'occurrence, comme oui. Si une femme pouvait l'être. C'est ça, voilà. Comment traiter de la vie privée dans le cadre d'investigations sur le monde politique ? Alors, à 2 reprises ces derniers mois, Mediapart s'est retrouvé face à ce dilemme, en a fait part dans son excellente newsletter que je vous conseille, qui s'appelle la newsletter Enquête, qui raconte justement les coulisses et les dilemmes du service Enquête de Mediapart. On voit là... la présentation de cette newsletter. Alors, Mediapart s'est posé la question d'abord sur le rôle de l'alcool dans le comportement de la députée LREM Cira Silla. Et dernièrement, au sujet de la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, Nathalie Elimas, qui vient de quitter le gouvernement. Je ne sais pas si vous avez suivi, suite à un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale sur le harcèlement et les violences morales qu'elle aurait fait subir à ses collaborateurs. Alors, on va parler des mots qui sont utilisés pour qualifier un aspect en particulier, qui est la relation de cette secrétaire d'État, de cette ancienne secrétaire d'État, Nathalie Elimas, avec un membre de son cabinet. Une relation qui serait à l'origine de l'ambiance toxique à l'intérieur du cabinet. Vous allez voir que les journalistes marchent un peu sur des œufs et c'est ça dont on va parler. Alors, la première dépêche AFP le 15 janvier, qu'on va voir notamment dans Le Monde, il est question, le terme utilisé, c'est un très proche de Madame Elimas, pour qualifier donc cette personne du cabinet dont elle est, avec qui elle a une relation. D'autres médias embrayent après la publication de cette dépêche AFP, comme Libé par exemple, les 17 et 20 janvier. Alors là, les expressions utilisées, c'est relations personnelles. Il est question aussi de scène de ménage, mais on ne sait toujours pas quelle est la nature de la relation. Et vous, Mediapart, vous enquêtez, mais vous n'écrivez toujours rien. Donc, on va revenir là-dessus. Marianne, le 7 mars, va vous le reprocher publiquement de ne rien écrire. Marianne est au fait d'un mail que vous avez envoyé à Nathalie Elimas,
et Marianne d'ailleurs est très explicite, hein, ils utilisent le mot compagnon, son compagnon au sein de son cabinet. Et Marianne vous reproche d'avoir envoyé un mail avec des questions très précises, notamment sur cette relation, celle en particulier concernant la relation avec son conseiller spécial. Raconte que vous avez reçu une lettre de Nathalie Elimas qui vous dit « mais non, c'est pas vrai, c'est sexiste d'ailleurs de me poser cette question-là ». Et Marianne conclut « de quoi impressionner Mediapart, point d'interrogation. En tout cas, l'article reste dans les tiroirs ». Il faudra attendre le 11 mars. Je vais bientôt m'arrêter de raconter ça, mais vous allez avoir la parole, mais je voulais quand même faire la chronologie, où vous révélez que la justice a été saisie par l'Inspection générale de l'éducation nationale. Et là, vous nommez la relation d'une autre manière. Vous dites la relation perçue comme intime de Nathalie Elimas avec un conseiller spécial omniprésent. Alors, ma question, c'est pourquoi vous avez attendu aussi longtemps, alors que vous étiez très vite sur cette histoire-là, pour publier un article, et pourquoi tant de pincettes pour qualifier cette relation qui, je le dis encore, hein, est à l'origine manifestement du climat désastreux de ce cabinet ministériel? La question, évidemment, c'est celle de la vie privée et de l'atteinte à la vie privée. Donc, à quel moment des informations relatives à la vie privée sont d'intérêt général, c'est-à-dire elles méritent d'être portées à la connaissance du public. Et donc, si on a mis si longtemps à écrire, c'est parce que pendant toutes ces semaines où on a enquêté... Donc, entre janvier et mars. Exactement. Ça ne nous a pas semblé évident d'une part. Et d'autre part, nous n'avions pas de preuves évidentes de ce qu'on pouvait écrire. C'est-à-dire que, effectivement, l'histoire est un peu compliquée parce qu'on est alerté effectivement par cette dépêche de l'AFP qui évoque donc ce conseiller spécial très proche. On commence à enquêter parce qu'on a quand même envie de savoir ce qui s'est passé dans ce cabinet, comment une demi-douzaine de personnes en arrivent en fait à signaler des comportements qui, pour le coup, pourraient tomber sous le coup de la loi. On commence à enquêter, on contacte des membres du cabinet, des anciens membres du cabinet, etc. Et très vite, on comprend qu'effectivement, il y a une relation intime. Quelle place elle occupe dans quel rôle voilà. Quelle est la responsabilité de cette relation au sein de ce climat délétère dans un cabinet ministériel et là, la question, elle est pas tranchée. On n'a aucun élément qui nous permet de la trancher. C'est-à-dire que vous avez des témoignages qui vont dans le sens, qui expliquent qu'il y a bien une relation amoureuse au sein du cabinet, mais vous considérez que vous n'avez pas ces éléments pour en faire état, parce que vous ne savez pas quelle est l'importance de cette En plus, histoire. on a quand même la boussole de la loi, en l'occurrence, puisque depuis une loi de 2017 de moralisation de la vie politique, qui en plus avait été portée par François Bayrou du MoDem, et sachant que Nathalie Elimas est en plus députée MoDem, donc ça rend la chose un petit peu ironique, qui interdit l'emploi dans les cabinets ministériels de compagnons, conjoints, partenaires pacsés, etc. En l'occurrence, on n'est pas dans cette situation-là. Parce que c'est ni un compagnon... C'est une relation illégitime. C'est un adultère. Voilà. Donc, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Parce que les autres médias s'appuient là-dessus pour justifier le fait d'en parler. Hein. Ils s'appuient sur le fait que c'est interdit d'employer un compagnon. Voilà. Mais vous considérez que ce n'est pas un compagnon. Voilà, là encore, objectivement, ce n'est pas un compagnon. Voilà. Donc, on se dit, comment se sortir un peu de ce mauvais pas? Parce qu'entre-temps, on apprend que l'inspection, il y a une enquête administrative qui a été diligentée. Ça, c'est un fait assez rare. L'inspection générale de l'éducation nationale auditionne tous les collaborateurs, évidemment la secrétaire d'État, etc., pour essayer de comprendre ce qui se joue dans ce cabinet. Et en fait, on apprend assez vite que la question, justement, de la relation entre la secrétaire d'État et ce conseiller spécial est au cœur, en fait, des interrogations aussi des inspecteurs. Donc là, on se dit, il faut absolument qu'on arrive à avancer là-dessus. Donc on se dit, interrogeons-la. C'est quand même la première concernée. On a des éléments qui nous laissent à penser qu'il a bénéficié d'un traitement privilégié en termes salariales au sein du cabinet, qu'ils ont fait des déplacements ensemble aux frais du contribuable, etc. On a pas mal de choses. Donc en fait, on a des questions très précises à lui poser. Donc, avec mon collègue Antoine Rouget, on va adresser une liste de questions très très précises qu'on lui adresse. Donc, elle fait le choix de nous répondre, parce qu'elle aurait très bien pu nous dire pas de commentaires. Et là, elle nous répond avec... elle nie tout, en fait. Elle nie tout. Oui.
très fermement. Et ça, alors c'est ce que Marianne vous reproche d'avoir été impressionnée par cette réponse. Non, pas du tout, on n'est pas du tout impressionné. Mais alors, du coup, si on revient aux éléments qu'on a, on a El-Kini, on a un rapport, on a une inspection générale qui enquête, mais on veut avoir accès au rapport, on n'arrive pas à avoir accès au rapport. Donc en fait, on est un petit peu coincé sur nos sources et nos informations. On travaille sur la base de documents, d'informations recoupées, etc. On a aussi des collaborateurs et des collaboratrices qui sont terrorisés, qui ne veulent pas témoigner. Et qu'est-ce qui fait que finalement, vous écrivez, vous sortez l'article et vous mettez la fameuse phrase « relation perçue comme intime ». On apprend que l'inspection générale de l'éducation nationale a fait ce qu'on appelle un article 40. Donc l'article 40, c'est l'obligation pour les fonctionnaires de signaler des délits et des crimes dont ils ont eu connaissance. Donc, on apprend que l'inspection saisit le parquet de Paris. Donc là, ça donne quand même une autre dimension à l'affaire. Ça veut dire qu'on parle de choses qui sont pénalement répréhensibles, donc de faits graves, avérés. Et donc là, on se repose la question de cette relation qui est au cœur du sujet, puisque ce n'est pas uniquement le sujet. Enfin, je veux dire, s'il y a des faits de harcèlement et de maltraitance, voilà. Mais on sait que qu'il y a ce couple qui est un petit peu au pouvoir au sein du cabinet et qui, c'est un peu l'image des Thénardier, etc. Et là, on revient sur ce problème-là. Et là, on dit, bon, là, on a quand même des éléments assez béton et assez forts pour se dire que là, maintenant, ça mérite d'être mentionné. Parce que si on ne le mentionne pas, c'est un élément d'explication qu'on va pour le coup cacher au lecteur. Donc là, ça prend une autre tournure et c'est ce jour-là qu'on choisit d'écrire. Et voilà, on opte pour cette formule perçue comme intime, puisqu'on a des témoignages qui nous relatent, qui sont en cours. Mais qu'elle ne l'a pas confirmé. Le nie. C'est ça. Et voilà. Donc là, vous avez été plus prudent que le reste des médias. Enfin, vous avez plus réfléchi. On est guidé par le respect de la vie privée, l'intérêt général, l'information d'intérêt général, voilà, des critères. Qu'est-ce que ça vous inspire tous les deux, Mathieu ? C'est extrêmement compliqué. À Street Press, on a été énormément de fois confrontés à des situations de ce genre, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes, notamment sur les questions de harcèlement, etc., où des témoins nous parlent de relations intimes entre différents protagonistes et que ça aurait joué, ça m'est déjà arrivé sur des enquêtes sur la police. Là, on vient de parler de la relation intime entre, par exemple, Loïc Le Priol et sa compagne. Voilà. Bon, il y a ça. Et puis après, il y a un autre personnage, alors je ne vais pas donner son nom parce que sinon ça m'empêcherait de raconter l'histoire en entier, où on enquête pendant très très longtemps sur ce personnage d'extrême droite et on démontre, on est sûr que il a des relations homosexuelles, ou il a eu des relations homosexuelles, et il a des comportements addictifs de drogue, d'usage de drogue répété pendant des années. Et qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qui relève de la vie privée ? Qu'est-ce qui relève de l'intérêt général ? Mais la relation homosexuelle, qu'est-ce qu'elle a de effectivement ? Il tient des propos homophobes tout le temps. Est-ce qu'il est ça devient... Ça devient politique. Son statut, c'est un élu ou un politique, etc. C'est vrai que là, la question se pose quand il y a une contradiction. Mais ça, c'était un truc du Canard enchaîné, de dire la vie privée peut être révélée à partir du moment où elle rentre en contradiction avec la morale qui est affichée, entre guillemets. Ouais. Donc, et en fait, on a considéré que sur les rapports homosexuels, on les a publiés, on en a fait état, sans en faire des tartines, mais en expliquant que ça rentrait en contradiction parce qu'il avait eu... il a été actif, il avait un militantif actif contre le mariage gay, très homophobe, etc. Et sur les comportements d'addiction, on a considéré qu'on ne pouvait pas faire de lien direct. Ça se débat, franchement. Et donc, vous n'en avez pas parlé ? Et donc, on n'en a pas parlé, alors que plein de gens nous disaient, mais s'il est comme ça, s'il est agressif, s'il est violent, s'il se comporte comme ça, c'est parce que il fait un usage régulier de stupéfiants. On a fait le choix de ne pas en parler. Mais c'est des arbitrages. On n'a pas la réponse absolue. Il n'y a pas de règles en plus. On est guidé exactement à Mediapart par exactement les mêmes règles. C'est-à-dire à quel moment la consommation, je ne sais pas, je dis n'importe quoi par exemple. Si on apprenait d'alcool ou de drogue, je ne sais pas, au sein d'un gouvernement par exemple. Pour Siracilla, il en a été question, la députée. Mais la consommation de drogue par exemple au sein d'un gouvernement qui aurait une politique extrêmement répressive sur la consommation de drogue et si on apprenait que certains ministres, par exemple, consomment de la drogue, là, oui, évidemment, on n'est plus du tout dans la vie privée. C'est-à-dire que là...
Élie Guckert, là-dessus Oui, c'est limite plus compliqué que de bosser sur les ventes d'armes, pour le coup. Mais, non, mais effectivement, là, c'est le genre de cas où il n'y a pas de règle d'airain, je pense. Typiquement, la phrase du canard que vous avez citée, moi, j'ai pas mal d'exemples où ça ne marche pas. Par exemple, l'affaire Griveaux, c'était l'argument de... Benjamin Griveaux, ouais. Voilà, c'était l'argument de Pawlenski à l'époque de dire on a révélé ça parce que lui, il pose avec sa femme et il nous montre une image d'un couple bien sous tout rapport, etc. Et là, en l'occurrence, on voit bien que ça ne marche pas. Non. Donc, je pense qu'effectivement, à la fin... D'ailleurs, Mediapart avait refusé, parce que vous aviez été informé de cette fameuse sextape et vous avez refusé d'en parler parce que vous considériez qu'il n'y avait pas d'objet d'intérêt, que ce n'était pas d'intérêt public. Et pour le coup, Benjamin Griveaux ne faisait pas non plus commerce de manière excessive de cette image de la famille modèle, etc., du couple. Donc, c'était pas non plus... Si ça avait été... Voilà, c'est pour ça, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de règles intangibles. Mais je pense que si ça avait été un candidat qui avait prôné, par exemple, je ne sais pas, des valeurs morales très fortes, etc., là, la question, elle se serait posée. Mais en l'occurrence, là, ça n'avait aucun intérêt. Ouais. Puis il y a la culture française qui est... Enfin, aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Aux États-Unis, on se souvient de l'affaire Clinton-Monica Lewinsky. Mon Dieu, que c'est vieux. Ça ne nous rajeunit pas. L'adultère de Clinton avec une stagiaire dans son cabinet devient une affaire d'État. Et dans l'histoire américaine, des histoires comme ça, il y en a des dizaines et des centaines. En France, on a cette culture de... la vie privée, c'est la vie privée, et que un certain nombre de chefs d'État aient eu des relations extra-conjugales pendant leur... Oui, après on a vu que la vie privée pouvait engager des dépenses importantes, je pense à Mitterrand, et donc là ça se justifie tout à fait. Mais en tout cas, on part quand même d'une culture où en France, on y va très très peu. On réfléchit. Mais je pense qu'effectivement, s'il n'y a pas de règle d'airain, à la fin, la boussole, effectivement, c'est l'intérêt général. C'est à quel moment ces faits-là posent problème par rapport au mandat d'un homme politique. Je ne sais pas si on parle des infidélités, des petites sorties nocturnes de François Hollande. À l'époque, il y avait eu quand même la question de est-ce que du point de vue de la sécurité du président de la République, est-ce bien raisonnable, est-ce que c'est pas un problème, etc. Donc à partir de là, dans l'hypocrisie à un moment aussi de trouver des excuses de sécurité nationale pour justifier. Peut-être un petit peu. Parce que je suis pas sûr que Closer et la sécurité nationale soient l'enjeu majeur quand même. Non, mais ceci dit, moi, j'étais pas à Mediapart à l'époque, mais je sais qu'il y avait eu le débat à ce moment-là sur révéler ou non, la relation avec Julie Gaillet, et que donc il y avait effectivement pas de consensus, mais que finalement l'information avait été reprise dans les colonnes de Mediapart parce qu'ils avaient jugé, non pas mais sur le fait que ça pouvait mettre le chef de l'État pouvait se mettre en danger lui-même sur des problèmes de risque de chantage, par exemple. Au-delà de créer sa vulnérabilité. Exactement. Se met en situation. C'était pas tant qu'il allait la voir, c'était comment il allait la voir. Exactement. Après, il y a l'info qui sort et une fois l'info qui est sortie. Je veux dire, quand elle est sortie, on fait pas genre non, elle n'existe pas. Bien sûr, c'est un autre problème. On va terminer avec ce qui est le corollaire de l'investigation, enfin souvent en tout cas, les poursuites judiciaires. Mathieu Mollin, vous me disiez que... C'est Mediapart les champions quand même. Champion des procès gagnés aussi, je crois. Voilà, là, il faut les gagner. Vous en avez plus, c'est facile. Vous me disiez, Mathieu, que Street Press fait l'objet de 4 poursuites judiciaires. En ce moment, je dis 4 parce que la 5e, c'est sur votre bouquin. Donc, disons que Street Press, c'est plutôt 4. Bon. Et je voulais qu'on s'arrête sur l'une d'elles. C'est au sujet de l'actuel maire socialiste d'Alfortville, Luc Carvounas. Carvounas. Ah mince, je me suis trompée, Carvounas. Qui vous poursuit pour une enquête que vous lui avez consacrée pendant la campagne des municipales en 2020, où vous faites état d'un enregistrement, d'une conversation pendant laquelle il propose aux dirigeants d'un club de foot en difficulté d'effacer ses dettes contre son soutien, sa présence, je résume, sur la liste. Et il vous poursuit. Alors, vous pouvez nous raconter pourquoi il vous poursuit? Parce que c'est un cas d'école intéressant quand même. Oui, parce que la plupart de nos procès, on en a souvent, moins que Mediapart, mais on en a... Il insiste. C'est un peu une sorte de blague entre nous. Avec un certain nombre de journalistes de Mediapart, on fait souvent les comptes. On a régulièrement des procès qui sont sur une question de droit de la presse. Est-ce que c'est de la diffamation ou c'est pas de la diffamation? C'est embêtant ce genre de procès parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais le droit français est relativement protecteur des journalistes. Et c'est normal aussi qu'il existe des recours pour attaquer les médias quand on s'estime diffamé. Très bien. Jusque-là, j'ai envie de dire, c'est le jeu. Sauf que M. Carvounas, ancien député, porte-parole du Parti socialiste, attaque en diffamation, d'un côté, mais il fait aussi une citation directe pour
recel de collecte frauduleuse de données personnelles. En l'occurrence, cet enregistrement. Ouais. Il existe un enregistrement qui existe où on entend M. Carvounas faire ses propositions. Cet enregistrement, on ne le diffuse pas à cause d'une jurisprudence Mediapart qui est à l'époque de l'affaire Bettencourt, le majordome Bettencourt, où, pareil, on est dans un enregistrement clandestin fait de manière illégale, où Mediapart fait le choix de le diffuser et Mediapart va être condamné, et ça va créer une jurisprudence. Et nous, voilà, on a accès à cet enregistrement, on consulte notre avocate, Valentine Reberiou, que j'ai souvent au téléphone, qu'on consulte souvent, et qui nous dit, juridiquement, diffuser l'enregistrement, c'est compliqué. Par contre, le mentionner. Citez-le. Le citer, le mentionner. Et donc, on fait cet article en citant. Et donc, M. Carvounas fait cette citation directe, en gros, nous envoie devant le tribunal pour dire « Non, mais vous n'avez même pas le droit de le citer ». Sauf que s'il gagne à la fin, alors il a perdu une première fois, il a recommencé une procédure sur ce volet-là, c'est toujours en cours. S'il gagne, ça veut dire que plus aucun journaliste n'aura le droit de citer un enregistrement qui aurait été pris, fait de manière ou acquis de manière illégale. Mais ça veut dire... Il faut préciser que là, vous n'êtes pas protégé par le droit de la presse dans le cadre de cette citation. Non, parce qu'on n'est plus dans le même, même juridiction. Alors nous, on va invoquer quand même le droit de la presse, mais là, on est sur du recel d'une collecte frauduleuse de données personnelles, mais ces histoires-là, c'est l'affaire Bettencourt, c'est l'affaire Cahuzac, où il y a un enregistrement au départ de l'affaire. Il y a tout un tas d'affaires qui n'existent pas sans ça. Et ces enregistrements, bien sûr qu'on nous dise, vous, en qualité de journaliste, vous n'avez pas le droit de coller des micros chez les gens pour les espionner. C'est normal. Oui, puis c'est plutôt l'inverse en général. Voilà. Mais par contre, si ces enregistrements existent, ont été pris par des tierces personnes pour des raisons X ou Y qui ne nous regardent pas. Et ce sont des éléments de preuve. Et que ce sont des éléments de preuve. Par contre, pardon, on entend le maire de cette ville expliquer, faire cette proposition directe. Ouais. On imagine du clientélisme. Je ne reprendrai pas le mot chantage, parce que chaque mot est juridiquement... Du clientélisme. On fait très attention à ce qui est dit, et on pèse nos mots. Mais on a pesé nos mots. Cet article, comme souvent, a été relu par notre avocate. On a pesé nos mots, et là, on a 2 procédures auxquelles on doit faire face. Donc, ça veut dire que Mediapart, la diffusion de cet enregistrement pendant l'affaire Bettencourt a créé jurisprudence qui fait qu'on ne peut plus diffuser directement des enregistrements. Et là, il y a quand même encore de temps en temps. Oui, ça c'est ce qui se fait. Et là, le risque, c'est qu'il y ait une nouvelle jurisprudence qui empêche même de les citer. Ça me semble... ça me semblerait complètement fou, mais déjà, la première jurisprudence sur l'affaire Bettencourt, je la trouve complètement folle. Mais c'est-à-dire que... Au point qu'elle n'est pas très appliquée, d'ailleurs. Non, parce que parfois, on est obligé de diffuser des enregistrements pour prouver. Pour prouver, oui. On a eu encore un cas de figure récent avec le cas d'un emploi, l'emploi d'assistant parlementaire de Fabien Roussel. Candidat communiste à la présidentielle. Et donc, on a fini par diffuser un enregistrement parce qu'en fait, il y a un moment où ça a une valeur de preuve assez irréfutable. Et justement, ça permet de ne pas être attaqué en diffamation. Et aussi de dire que les preuves, on les a. On me dit tout le temps, vous n'avez pas les preuves. Si, en général, quand on écrit, c'est qu'on a les preuves et il y a des moments où il faut les montrer. Merci infiniment à tous les 3, c'était très intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis et à vendredi pour un numéro d'Arrêt sur Image.